Nous sommes le jeudi 12 octobre 2023 et vous écoutez le 4e épisode de la 7e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois à nos micros le photographe Florent Michel pour une grande masterclass sur la photographie d'architecture. Avec lui, nous allons essayer de tout comprendre sur cette spécialité photographique à part entière et nous allons vous donner une multitude de conseils pratiques si vous souhaitez vous lancer. Cette émission vous est présentée par MPB qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Et c'est parti pour cette 4e émission de la 7e saison du podcast. Benjamin, comment vas-tu ? Est-ce que tu t'es remis du salon de la photo ? Est-ce que je me suis remis ? Oui. Est-ce que je me remets de la météo qui fait qu'on fait encore du vélo en short en plein mois d'octobre ? Moins. Oui, c'est un autre sujet, mais à part ça, tout va bien. Alors juste avant qu'on commence, je voulais juste revenir 2 secondes sur l'émission spéciale qu'on a consacrée au Nikon Z8 la semaine dernière, et notamment sur le concours que nous avions organisé pour l'occasion. Eh bien, j'annonce que c'est Jean-Paul Parisot qui a été tiré au sort et qui remporte donc un code promo d'une valeur de 550 € pour suivre la formation de son choix à la Nikon School au Nikon Plaza Paris. Eh bien, on lui souhaite une bonne formation et bravo à lui. Florent, mon ami Florent, puisque nous sommes amis, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. On est content d'être ici. On est très content de t'avoir avec nous. Tradition oblige, je vais te présenter à nos auditeurs. Alors Florent, nous sommes d'anciens camarades d'école et comme moi, tu as suivi une formation à la prestigieuse ENS Louis Lumière promotion 2005-2008 après avoir fait une école de commerce et un bac pro photo. C'est ton père qui t'a laissé en héritage la passion pour la photographie. Tu cofondes avec 2 autres camarades de classe en 2009 11h45, une agence de photographie et de vidéo d'architecture basée en région parisienne qui devient très rapidement une référence dans le domaine. Aujourd'hui, tu es seul maître à bord de l'agence et signes un travail de commande et un travail personnel. Parmi tes clients, de nombreux architectes évidemment, mais aussi des institutions, des cabinets et des médias. Florent, en préparant cette émission, je me suis amusé à taper photos d'architecture dans Google et à ma grande surprise, 11h45 arrive en page 1. Tu es un dieu du SEO ou tu es devenu une référence si incontournable que ça en France ? Si tu savais à quel point. Non, écoute, c'est toi qui me l'apprends. Ouais. J'ai refait le site il n'y a pas longtemps avec un meilleur travail de mots-clés, de texte et compagnie pour essayer de faire en sorte justement que ça remonte. Mais en toute sincérité, j'avais aucune connaissance que j'étais aussi haut dans les résultats, ce qui est une bonne nouvelle. Et pourquoi 11h45 ? À l'inverse, justement, c'est ce qui remonte le mieux parce que personne n'a eu l'idée absurde de s'appeler 11h45. On était 3 associés, donc déjà ça pouvait pas s'appeler Florent Michel Photographie, donc il fallait qu'on trouve un nom commun, et puis on s'est mis d'accord sur un nom qui nous faisait marrer simplement, qui avait pas vraiment de sens, qui était justement, tu vois, pas Archie Picture et un nom simple, léger, marrant. Oui, puis qu'on retient bien finalement. Donc. Exactement. C'est par contre à peu près la plus mauvaise heure pour faire de la photo. Architecture principalement. Ouais. Ok, allez, je vous propose qu'on démarre l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sigma annonce un nouveau zoom grand angle et tease sur son futur 70-200 mm f2.8. Canon annonce un nouveau zoom ultra grand angle professionnel et Nikon annonce un super téléobjectif.
Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sigma a profité de l'écran du salon de la photo pour annoncer une nouvelle optique et présenter une optique en devenir. On commence avec un nouveau zoom grand angle à destination des hybrides équipés en capteur APS-C et qui est décliné en monture Sony E, L et enfin Fujifilm X. Il s'agit d'un zoom grand angle 10-18 mm, équivalent donc à un 15-27 mm, offrant une ouverture constante lumineuse de f2.8 et intégrant la gamme Contemporary de Sigma. L'objectif exploite une formule optique composée de 13 éléments répartis en 10 groupes, avec 3 verres FLD, 1 verre SLD et 4 lentilles asphériques. L'objectif mesure environ 6 cm de long et pèse 260 grammes. Il est donc particulièrement compact et léger. Sa distance minimale de mise au point au 10 mm est de 11,6 cm, ce qui lui assure un rapport de grossissement maximal de 0,25 fois. Côté autofocus, on retrouve une motorisation pas à pas silencieuse, précise et rapide qui devrait convenir aux exigences des vidéastes. Le nouveau Sigma 10-18 mm f2.8 DCDN Contemporary sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 699 €. Enfin, Sigma annonce également l'arrivée imminente d'une optique très attendue et qui faisait cruellement défaut à son catalogue. Il s'agit du 70-200 mm f2.8 DGDNOS en gamme Sport. L'objectif sera composé de 20 lentilles réparties en 15 groupes, accompagnées d'une nouvelle motorisation autofocus linéaire HLA et d'une seconde génération de stabilisation optique OS2. Il devrait mesurer environ 20 cm de long avec un poids de 1,3 kg. Niveau ergonomique, on retrouvera une bague de diaphragme décliquable et de nombreux interrupteurs de personnalisation. Nous reviendrons prochainement sur cet objectif qui devrait voir le jour avant la fin de l'année. Canon annonce aujourd'hui une nouvelle optique haut de gamme RF qui devrait séduire les amoureux de photographie de paysage et pourquoi pas d'architecture. Il s'agit d'un zoom ultra grand angle 10-20 mm offrant une ouverture maximale de f4 en série L. Ce nouvel objectif est naturellement posé au célèbre 11-24 mm f4 EF qui avait fait grand bruit au moment de sa sortie il y a quelques années. Le nouveau Canon RF 10-20 mm f4 est plus petit et plus léger que son prédécesseur et intègre désormais une stabilisation optique pour limiter au mieux les flous de bouger et améliorer la fluidité des séquences vidéo. Le constructeur annonce un objectif avec une qualité optique exceptionnelle du centre au bord des images, un très faible vignettage et une très bonne gestion des distorsions. On retrouve la motorisation autofocus STM pas à pas, particulièrement efficace en photo comme en vidéo. Le nouveau Canon RF 10-20 mm f4 LIS STM sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 2 699 €. Et enfin, pour terminer, toujours dans le domaine de l'optique, Nikon annonce un nouveau super téléobjectif à destination des photographes animaliers sportifs et des spotters. Il s'agit d'un 600 mm à ouverture maximale f6.3 stabilisé en gamme S. Le constructeur annonce un objectif qui peut s'utiliser à main levée. Et pour cela, on peut compter sur un poids plume de moins de 1,5 kg et un centre de gravité proche de l'appareil. La stabilisation optique intégrée couplée à une stabilisation capteur permet pour sa part de gagner jusqu'à 6 IL et l'objectif conçu pour le terrain est naturellement protégé contre les intempéries. 600 mm permet de voir loin, mais il est possible de voir encore plus loin grâce à l'ajout d'un convertisseur de focale 1,4 fois ou 2 fois, moyennant quelques compromis au niveau des ouvertures maximales jusqu'au 1200 mm en 24-36 à f11. Le nouveau Nikkor Z 600 mm f6.3 VRS sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 5 799 €. Bon bah voilà pour l'actualité cette semaine, très riche en nouveautés, ça paraît presque surprenant, quelques jours après la fermeture du salon de la photo, pas de nouveaux boîtiers, mais des grosses annonces au niveau des optiques. Florent, ce nouveau zoom ultra grand angle Canon, est-ce que ça c'est un bon client pour la photographie d'architecture ? Je pensais plus aux 600 mm, moi, pour la photo d'architecture.
Je pense pas pour moi, pas Ah pour ouais? ma pratique, pas pour ma pratique à moi. J'ai un 17 millimètres et un 24 millimètres TSE, donc bascule et décentrement, Ouais. qui compense et dans une certaine mesure, peut-être qu'on en parlera après, j'essaye de ne pas être hyper, grand angle. C'est OK. quelque chose que j'essaye d'éviter si je peux m'en passer. En tout cas, cet objectif, il fait écho à cette espèce de merveille optique qui était sortie à l'époque du réflexe. Alors, c'était pas un 10-20, c'était un 11-24. 11-24 mm f4. C'était merveilleux. Et à 11 mm, il y avait quasiment pas de distorsion. Enfin, Et c'était complètement dingo, on quoi. peut même toujours conjuguer ça au présent, puisqu'on peut l'utiliser avec les bagues Ah bah oui, oui, oui. sur les boîtiers EOS R. Et par contre, là, Florent parlait de ses optiques à basculer décentrement, et Canon ne propose toujours pas, ni les autres constructeurs du reste, à part Samyang, Et d'optiques Fujifilm. en monture RF. Et Fuji, c'est en moyen format. Donc là, c'est encore un format au-dessus un petit peu plus particulier. Mais c'est vrai que ce type d'optique, pour l'instant, reste uniquement accessible pour les possesseurs de réflexes. Et Benjamin, un 600 mm qui pèse 1,5 kg. Comment ils ont réussi cette prouesse technologique? Alors, j'ai pas regardé en détail la formule optique. Ils rappellent un petit peu leur 500 mm à lentille de Fresnel, Oui. qui était aussi très très compact et hyper agréable à utiliser à main levée. Bon, là, le tarif fait un petit peu tousser quand même, hein, donc bon. C'est très très spécifique, c'est très très cher, quoi. Ouais, voilà. Après, comme tu le disais, c'est vrai que pour les spotters ou pour certains types de photographes animaliers, ça peut, quand on est en affût peut-être sur le brame du cerf ou autre, même si c'est pas hyper lumineux, on peut peut-être y trouver un usage. Alors, tant qu'on en est à parler de Nikon, je voulais aussi signaler l'arrivée d'une nouvelle mise à jour de firmware pour le Z9, la version 4.1, qui améliore encore le système autofocus de l'appareil, et notamment la détection et la reconnaissance de sujets, avec désormais la reconnaissance des oiseaux et des avions. Et peut-être aussi un petit mot sur un nouvel appareil photo signé Leica, le Sofort 2. Zofort, en allemand. Zofort, C'est-à-dire tout de suite. le Zofort 2, qui est tout simplement un appareil instantané hybride connecté. On se rappelle de l'émission qu'on a dédiée à cette technique photographique la saison dernière. Alors, ça fonctionne avec des films ou des pellicules, on appelle ça comme on veut, Instax Mini. C'est équipé d'un capteur à 5 millions de pixels tout petit, un capteur de compact 1/5 de pouce. C'est quand même proposé pour la bagatelle de 390 €. C'est très cher, mais je l'ai vu. C'est très beau. Bah, c'est ni plus ni moins qu'un Instax Mini Evo Oui, de Fuji, mais en plus rebadgé beau. Leica, Mais en plus beau. en plus cher. Bon, chacun le verra comme il le souhaite. Et enfin, on va faire aussi un petit retour sur la seconde édition à la Villette du Salon de la Photo, qui a rencontré un très très beau succès cette année. Et Benjamin, tu as laissé traîner un micro dans les allées du salon et a recueilli les témoignages d'une poignée de visiteurs. On vous propose de les écouter. Moi, c'est Océane. Je suis actuellement à Speos et j'étais venue là pour voir un ami qui est photographe, qui s'appelle David Delaplace, qui est photographe de rap. Moi, c'était ma première fois parce que je vais pas souvent ce genre d'événement, à part j'étais à Paris Photo l'année dernière. Mais sinon, c'est plutôt grand, plutôt aéré, donc c'est très cool. Oui, c'était plutôt sympa et j'ai rien de négatif à dire, j'ai envie de dire. C'était très cool. Moi, je suis Loane, je suis photographe professionnelle. J'ai fini une école qui s'appelle Speos et je suis exposée foire culinaire. Moi, j'ai trouvé ça sympa. C'est ma première fois. J'ai fait le Paris Photo il y a 2 ans déjà. Mais je trouve qu'il manque des femmes dans le métier. Et même des stands, plus de femmes. Il y a beaucoup d'hommes, mais c'est dommage, ouais. Oui, et je suis totalement d'accord. Pour rejoindre ce sujet, j'ai vu pas mal de femmes donner des conférences par contre. J'en ai croisé quelques-unes je suis pas restée, mais j'en ai vu sur scène, donc ça m'a fait plaisir. Moi c'est Lou, donc on est tous, on est en études de photographie. C'est très sympa d'être dans le salon parce qu'on peut voir surtout les nouveautés. C'est surtout un salon qui est là pour les nouveautés en termes de photographie ou accessoires photographiques. Je pense que c'est ça l'outil principal, même si c'est un peu moins le cas qu'il y a plusieurs années. On peut toucher à beaucoup moins de choses. Par exemple, les objectifs sont beaucoup moins accessibles pour les tester sur les boîtiers.
Mais ça reste quand même là. Hein, par exemple, pour tester les trépieds, c'est quelque chose que j'ai pas trop pu faire moi personnellement. Que les magasins à photos sont de moins en moins nombreux. Les salons, ça reste quand même un endroit où on peut vraiment se mettre la main sur que ce soit des lumières ou des trépieds ou même des sacs. On peut vraiment essayer les objets. Et avant de les acheter, c'est essentiel. Je m'appelle Marc. On est venu chercher à la fois du matériel, parce qu'on a la possibilité d'avoir accès dans la même enceinte à plein de marques différentes, et puis aussi aller voir et rencontrer des photographes. Enfin, aller voir des expositions, pardon, et rencontrer des photographes. Et notamment, on a rencontré Jean-Christophe Béchet. On avait déjà rencontré l'année dernière. C'était très intéressant. Par contre, ce qui était vraiment pas au niveau, c'est la qualité de l'éclairage de l'exposition, qui était vraiment très mauvais. Et à mon avis, je suis peut-être un peu dur, mais indigne d'une exposition de photographie. C'est-à-dire qu'on en prenait plein les mirettes, mais pas des photographies, des spots qui étaient mal disposés, sans diffuseur. Enfin, le b.a.-ba de ce qu'on apprend dans un studio avec des coupes flux et tout ça, bah, c'était pas du tout pris en compte pour l'exposition. C'est un peu dommage. Moi, je m'appelle Florence et je ne peux que aller dans le sens de ce que vient de dire mon mari. Je suis en train de devenir malvoyante et je n'ai pas pu faire l'exposition. C'était tellement difficile et c'est dommage parce que les photos doivent être très belles. J'en ai vu certaines dans les livres qu'il a produits. Les voir en grand, ça aurait été superbe. Et à cause de la lumière, mais ce n'est pas que ici, hein, le problème de la lumière. Faudrait pas dire que le salon de la photo est pas bon au niveau de la lumière. Il y a plein d'expos. Nous, on fait beaucoup d'expos photos, mais plein d'expos à Paris qui sont mal éclairés. Mal éclairé, c'est dommage. On sent quand même une passion autour de l'éclairage des expos photos, ce qui pourrait d'ailleurs être un sujet d'émission dans le futur pour nous. En tout cas, force est de constater des témoignages que tu as recueillis, Benjamin, que la jeunesse est là et découvre avec plaisir le salon de la photo. Ouais, la jeunesse est là, elle est avide. Moi, les retours sont globalement plutôt positifs, surtout par rapport à l'année dernière. Et il y a eu plusieurs témoignages qu'on n'a pas forcément entendus aussi, mais qui abondaient dans le même sens. C'est-à-dire que le retour de certains stands, notamment ce qu'on appelle les accessoiristes, a Bien été sûr. plutôt apprécié. On pense à Digitaccess notamment, qui n'avait pas de stand l'année dernière, qui en avait un cette année. Il y a même des marques qui sont revenues au M-System, qui avait un stand qui n'en avait pas aussi l'année précédente. Donc le salon il ne retrouve pas l'envergure qu'il pouvait avoir Porte de Versailles, mais retrouve un petit peu plus d'ampleur. Et dans les crins de la Villette de la Grande Halle, c'est plutôt sympathique. Par contre, c'est vrai qu'au niveau éclairage, là, il y a eu beaucoup de mauvais retours. Pas que sur l'expo de Jean-Christophe, mais notamment sur les stands aussi où il y avait certaines expositions. L'éclairage était vraiment assez médiocre. Bon, écoute, en tout cas, la photo de famille est quasiment complète, hein. Le seul absent de cette édition, c'est Rico Pintax. Qui sait, peut-être que l'année prochaine, on les verra de retour au salon pour le plaisir de tout le monde. Voilà pour l'actualité cette semaine. Benjamin, on passe à la suite et c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, ta story. Et tu vas nous parler d'une BD qui met 2 photographes de guerre à l'honneur durant la guerre d'Espagne dans les années 30. Nous sommes le 18 juillet 1936. Âgés de 21 et 24 ans, Hans Namuth et Georg Reisner se trouvent à Barcelone pour couvrir des Olympiades populaires, une manifestation antifasciste organisée en opposition aux Jeux Olympiques de Berlin prévus un mois plus tard. Après avoir fui les geôles du Troisième Reich, les 2 jeunes photographes allemands ont élu domicile à Majorque et installé un studio. Ce fameux 18 juillet, ils arpentent les Ramblas de Barcelone pour le compte du célèbre magazine Vue, qui avait, pour leitmotiv, le texte explique, la photo prouve. Surpris, comme la population locale, par le soulèvement soudain des troupes nationalistes menées par le général Franco, Namuth et Reisner se retrouvent sous le feu des mitraillettes. Armés d'un Rolleiflex et d'un Leica, ils décident de témoigner et créditent leurs photos conjointement. C'est le point de départ de la bande dessinée Photographe de guerre, signée de l'auteur Rénal Pélissier et de l'illustrateur Titouan, qui retrace le parcours des 2 photographes allemands
devenus reporters de guerre malgré eux, durant la guerre d'Espagne. Les dessins très réalistes nous plongent au cœur des tourments des deux hommes, de leurs interrogations, comme le risque de passer pour des soldats en portant le viseur télémétrique du Leica à l'œil, ou de la pertinence de photographier des victimes en temps de guerre plutôt que de leur prêter main forte à l'instant T. On ressent leur panique, leur inexpérience, on voit leur regard terrifié, les mains qui tremblent au moment de prendre des photos face à la terrible et inexorable chronologie des événements. Désignés envoyés spéciaux, ils croisent, sans le savoir, la route d'un autre binôme, Gerda Taro et Robert Capa, également missionnés par le magazine Vue. En 2 planches, les auteurs nous rappellent que la photographie de guerre n'échappait pas à la concurrence et prouvent que la condition des photoreporters n'était pas vraiment plus enviable à l'époque. On y voit 2 reporters allemands se réjouir de leurs images figurant en une de Newsweek et dans Le Soir, tout en déplorant les quelques dizaines de francs récoltés, une bien maigre récompense pour des photos prises au péril de leur vie. En feuilletant le magazine Vue, ils découvrent également le reportage de Capa, réalisé lors de l'atroce bataille de Cerro Muriano. Le mythique reporter a photographié les mêmes femmes, fuyant le village, le long d'une voie ferrée, à quelques kilomètres de l'endroit où se trouvaient les 2 acolytes. C'est à cette occasion que Capa aurait pris, selon ses dires, 2 de ses photos les plus célèbres, les plus polémiques aussi, qui montrent un soldat républicain foudroyé par une balle. Pendant que l'un des futurs fondateurs de Magnum Photo bâtissait sa légende, le destin des 2 compères se compliqua encore un peu plus à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Leur histoire méritait bien ces bulles et dessins inspirés. Bon, bah, finalement, cette publication tombe à point nommé, puisque on a le prix Bayeux des correspondants de guerre qui se déroule cette semaine. Ouais, alors il s'agit d'une BD éditée par Albin Michel, donc on peut trouver en librairie. Il y a d'autres parutions qui font écho aux rencontres à chaque fois, je pense aux rencontres d'Arles, Non, c'est pas mais la même on chose. pense au prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre, et ça touche pas qu'à la photo, mais cette année la photo est particulièrement mise en avant puisque le président du jury est Don McCullin, et il y a justement un bouquin qui sort aussi sur Don McCullin, qui est l'œuvre de Alain Frachon et Michel Guérin, de photographes du Monde. Ça s'appelle Don McCullin, Le Monde dans le viseur, aux éditions de l'Équateur, et ça j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ça vaut forcément le détour quand on connaît un petit peu le parcours de cette légende du photojournalisme. Et en tout cas, j'ai trouvé que cette BD était hyper intéressante dans le sens où elle raconte à la fois l'histoire avec un grand H, moi qui n'ai pas fait d'espagnol ou qui ne me suis pas forcément trop intéressé à cet épisode de la guerre d'Espagne, j'ai appris plein de choses. Et surtout cette histoire dans l'histoire de 2 photographes, comme il y en a tant en ce moment certainement en Arménie, en Ukraine, et hélas en Israël et dans la bande de Gaza depuis une semaine, qui sont sous le feu tout à coup et qui se retrouvent à témoigner un peu malgré eux. Ouais, mais c'est vrai que la BD se prête assez bien à tout ça, et c'est toujours un plaisir de découvrir ces histoires, comme tu dis, en bande dessinée, avec comme trame de fond des photographes et leurs problématiques. Florent, toi, j'imagine bien sûr que tu t'intéresses à autre chose que la photographie d'architecture dans ton Pas du tout. plaisir personnel. Pas du tout. Je pense, je rêve, je mange photo d'archi. Oui, bien sûr, ouais, énormément. Bah, c'est notamment dans l'école qu'on a faite ensemble, on a beaucoup parlé d'histoire de la photo, et c'est quelque chose auquel je m'intéresse énormément. J'ai toujours beaucoup de références en tête. Je pensais, en pensant à l'émission, je pensais il y a quelques jours comment je fais mes photographies, parce que finalement j'y pense pas tant que ça. Pareil, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais c'est par rapport à, c'est Robert Capa qui me fait penser à ça, qui lui disait, si ta photo n'est pas, enfin je vous l'apprends pas, hein, c'est sa célèbre phrase, si ta photo n'est pas assez bonne, c'est que tu n'es pas assez prêt. Et moi j'ai réalisé que c'était quasiment l'inverse. Si ma photo est pas assez bonne, c'est que je suis pas assez loin du bâtiment. Et que- Ce serait quoi l'adage du photographe d'architecture, justement? Oui, ça pourrait être pas mal, hein, ce contre-pied à Capa, finalement.
Oui, puis en plus on est à peu près à l'exact opposé de l'actualité chaude, et on est loin du danger, on est loin de non, moi ce que je trouve toujours très important, c'est de prendre de la distance, c'est de raconter le contexte, c'est de raconter, souvent les architectes essayent de prendre en compte le contexte, ce qu'il y a autour et du coup c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de pouvoir montrer. Bon. Merci Benjamin pour cette story. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration et on revient dans quelques secondes après une courte publicité pour cette grande masterclass sur la photo d'architecture avec le photographe Florent Michel. MPB, partenaire historique du podcast Faut pas pousser les ISO, permet de manière fiable d'acheter, de vendre ou d'échanger du matériel photo ou vidéo d'occasion. Si vous voulez par exemple acheter un nouvel appareil photo, sachez que le matériel est très sérieusement vérifié et inspecté par des spécialistes produits avant d'être mis en ligne sur le site. Tout se passe sur mpb.com. Jetez-y un œil. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Florent Michel pour cette grande masterclass sur la photographie d'architecture. Alors pour commencer, on va essayer de comprendre finalement pourquoi la photographie d'architecture est un genre à part entière et a un lien finalement extrêmement étroit avec l'histoire même de la photographie. Nous avons contacté le photographe Patrick Tourneboeuf, dont le travail, Florent, semble-t-il, t'a beaucoup inspiré à tes débuts. Il nous explique. La photographie d'architecture a débuté avec la mission héliographique en 1850 quelques, 55 ou 55, je ne sais plus. Par le biais d'ailleurs d'un archéologue, Prosper Mérimée, qui a demandé à 5 photographes, jeunes photographes de l'époque, de remplacer les architectes en créant la mission héliographique afin de documenter les façades des bâtiments officiels en France. Et ça a été le début, qui aujourd'hui d'ailleurs sont des véritables œuvres d'art, les photos qui ont été réalisées à cette époque. Et c'est toute la dimension d'ailleurs de la photographie d'architecture, c'est d'être à la lisière entre le document et l'art. L'art, parce qu'en fait, on a quand même une écriture singulière qui émane du photographe de par sa distance. Il y a aussi effectivement l'architecte ou les architectes qui sont eux-mêmes, qui défendent leur création. Mais le regard du photographe y amène une certaine singularité, une écriture propre. Et ce qui fait que dans l'histoire de la photographie, pour répondre à la question, les premières commandes émanent de la photographie dite d'architecture, en tout cas d'une représentation des façades des églises ou des bâtiments officiels, avec évidemment des conditions à l'époque assez dantesques par rapport à ce que l'on a nous aujourd'hui, qui sont d'une facilité beaucoup plus aisée. Alors qu'à l'époque, il fallait effectivement avoir du matériel sur place, se balader avec je dirais une petite carriole dans laquelle on développait les films déjà à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, la seule chose effectivement qui persiste, et je pense que c'est un peu la signature de la photographie d'architecture, c'est le trépied. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut bien travailler en photographie d'architecture, évidemment, il y a les optiques, à décentrement si possible, ou à la chambre. Mais l'idéal, c'est d'avoir un trépied pour être bien posé, dont les loges à la lenteur. Les loges à la lenteur. Si on remonte même encore un petit peu plus l'histoire avant cette mission, les toutes premières photographies étaient des photographies d'architecture, puisque notre ami Niepce, la première photo qu'il a faite, c'est une photo de sa maison, non ? Tout à fait. J'y pensais justement, et on peut remonter effectivement à la toute première photo, le point de vue du Gras, qui était une photographie d'architecture. Après, il faut aussi compenser, c'est pas juste qu'au 19e, ils étaient tous complètement frappadingues d'architecture. C'est aussi que c'est à peu près les seules choses qui bougent pas pendant 8 à 12 heures. Exactement. Trouver un suivi mobile à cette époque, à part essaye la nature morte. Essaye de faire une photo de ton chat sans qu'il bouge pendant 12 heures. Mais non... Il y a Daguerre aussi très vite qui avait fait des photos depuis sa chambre. Enfin, ça devait être un point de vue en hauteur, donc je pense que c'était une chambre de bonne, mais qui donne sur un carrefour. Et évidemment, avec les temps de pause énormes qu'il y avait à l'époque, il n'y a plus rien de net. Il n'y a absolument plus rien de net. Donc on a l'impression que Paris est totalement vide. Enfin, c'est le confinement avant l'heure.
Et donc ça aussi, ça fait partie des premières photos. Mais la vraie, effectivement, première démarche de photographie, d'architecture, c'est la mission héliographique. Je suis content que Patrick en ait parlé. Moi, c'est un moment de la photographie qui m'intéresse énormément. Mmh. C'est en 1851. Ils ont vraiment... Mmh. Ils étaient 6 photographes. Moi, il y en a quelques-uns que j'aime particulièrement. Il y a Gustave Le Gray, Édouard Baldus, qu'on fait des œuvres vraiment superbes, d'une élégance, d'une douceur vraiment ahurissante. Baldus qui faisait beaucoup de ponts, notamment. Enfin, alors après, le défaut, entre guillemets, de la mission héliographique, c'est qu'elle était, je trouve, un peu éclatée, un peu... ils n'avaient pas encore suffisamment, je pense, théorisé ou réfléchi à comment diviser les thématiques. Ils étaient un peu tous partis un peu partout en France, à faire chacun un peu tous les sujets. Il y en a qui faisaient et des églises et des ponts, l'autre qui faisait que des ponts, l'autre qui faisait que des... Donc, enfin bon, bref. Je trouve que ils auraient pu diviser un petit peu plus clairement les missions, justement. Mais c'est un des plus grands moments, un des moments pionniers et un des plus grands moments de la photographie. Et pour moi. ce sont eux qui t'ont inspiré principalement ou tu as eu d'autres influences dans ton boulot? Ils m'ont pas vraiment inspiré dans l'esthétique. Moi, ma culture de la photographie, elle est beaucoup plus inspirée de photographes contemporains. Quand j'étais à l'école, c'était beaucoup Patrick Tourneboeuf notamment, qui est dans la même école, enfin la même génération que des Stéphane Couturier. Ils sont beaucoup dans le frontal, dans l'aplat, avec une attention toute particulière aux couleurs. Et puis ensuite, mes influences mes influences étaient entre ça et on va dire l'école de Düsseldorf qui est dans la neutralité. Et alors du coup, si on essaye un peu de théoriser les choses, c'est quoi le lien finalement qu'il y a entre le photographe d'architecture et l'architecte? Est-ce que l'un sublime le travail de l'autre ou est-ce que l'un est au service de l'autre? Ou les deux en même temps? L'architecte est au service du photographe, évidemment. Il y a différents niveaux de travail, enfin, ou de perception du métier et de ce type de photographie. Moi, je me considère un peu comme un artisan d'art qui travaille au service et avec un autre artisan d'art. Pour moi, c'est le croisement de deux savoir-faire, de deux points de vue, de deux compétences. Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'instaure entre toi et l'architecte? Est-ce que, par exemple, l'architecte va te dire, bah tiens, je pense que ce bâtiment-là, ce serait bien de le mettre en valeur sous tel ou tel angle, ou toi, au contraire, tu vas peut-être dire, bah, moi, j'imagine plutôt comme ça. Est-ce que ça existe? En fait, il y a autant de types de commandes que de types d'architectes. Donc, chacun a sa façon de te passer la commande. Moi, la commande que j'aime bien avoir, c'est voilà ce que j'ai essayé de dire ou de faire avec mon bâtiment. Enfin, et c'est tout, en fait. Et qu'on me donne aucune contrainte, aucune consigne spécifique. Et en fait, c'est moi, mon savoir-faire, qui permet de dire ça, de dire ce que souhaite l'architecte. Quand on pense un peu, peut-être un peu naïvement comme ça à la photographie d'architecture, je pense qu'on a des images mentales qui nous arrivent de bâtiments et d'édifices notables, de prouesses architecturales, de choses originales. Est-ce que la photographie d'architecture, finalement, n'a de valeur que si elle représente des bâtiments ou des édifices qui sont des œuvres d'art d'architectes à part entière? C'est pas une histoire de valeur, mais finalement, enfin pour moi, c'est presque la photographie la plus facile. C'est la photographie la plus facile à faire quand tu as un bâtiment qui est particulièrement démonstratif, qui est haut en couleur, avec des volumes incroyables, t'as presque rien à faire. Moi, je trouve que la vraie valeur de la photographie, la vraie valeur ajoutée d'un photographe d'architecture, elle se situe quand justement c'est des bâtiments qui sont
pas évident. Quand c'est du logement en banlieue, quand c'est des bâtiments qui ont l'air de rien, en fait. Tu as des Et exemples plus précis en tête de travaux que tu as déjà fait oui, alors, bah, j'ai eu une très belle commande l'année dernière pour le ministère de la Culture, qui a un label qui s'appelle Architecture contemporaine remarquable. Il se trouve que par remarquable, c'est que des bâtiments qui sont remarquables, mais pour les architectes, pour les personnes qui ont l'œil. Ça peut être des barres d'immeubles en fait qui ont un aspect spécifique, mais c'est que des bâtiments qui datent du XXe siècle. En gros, quand des gens lambda passent devant, il y en a un sur deux qui se disent ah là, c'est moche ces trucs, ou alors ah c'est ringard, ou alors ah c'est vieux, ou tu sais, les façades avec du verre fumé marron, ou des motifs très très béton, et alors que c'est des bâtiments magnifiques, qu'on fait vraiment avancer l'architecture, et qui ont dessiné une ville qui à l'époque était vraiment au top du top. Ah, on peut penser, je sais pas, un peu, par exemple, à Cité Paradis, à Marseille, qui était signé le Corbusier. Mais bon, La, voilà, si tu, après, si la tu cité regardes radieuse, ouais. Cité Radieuse, pardon, pas Cité Ouais, Paradis, ouais, ouais. ou ces séries de bâtiments qu'il y a à Noisy-le-Grand, ou même, j'étais en week-end là-bas la semaine dernière au Havre, où finalement, après la reconstruction, tout Et le ben, centre-ville a été classé patrimoine mondial c'est exactement ça. de l'UNESCO, quoi. C'est exactement ça. C'est des trucs qui aujourd'hui enfin, ça a l'air de grosses barres lourdes, pas accueillantes ou pas. Et en fait, dès que tu cherches un tout petit peu à les comprendre, tu t'aperçois que c'est des bijoux. C'est là que c'est chouette de prendre le temps. Cette commande du ministère de la Culture, moi, elle m'a permis vraiment de prendre le temps pendant l'équivalent d'à peu près un mois de passer mes journées entières à regarder des bâtiments comme ça que, si tu veux, il y a un architecte sur deux qui a dessiné ça qui est mort maintenant, donc c'est pas eux qui vont me passer la commande. Donc ça, c'était vraiment Mais comment tu l'esthétises en photographie? Est-ce que ça veut dire qu'il y a... rien que prendre le temps de les regarder, attendre aussi qu'il y ait la bonne lumière. C'est aussi beaucoup un jeu de patience, la photographie d'architecture. T'es avec ton trépied et tu regardes le soleil passer. Rien qu'essayer d'isoler le bâtiment, prendre le temps de le regarder, attendre qu'il y ait la bonne lumière. Après, le bâtiment fait le reste, en fait. Il parle de lui-même. À partir du moment où tu as donné au spectateur la possibilité, le cadre idéal pour regarder précisément un bâtiment, il prend le temps de le regarder. Alors, on l'a bien compris, la photographie d'architecture est une spécialité, un genre à part entière qui tire ses origines à la naissance même de la photographie. Pourtant, heu, ce genre photographique est tout de même nettement moins prisé que d'autres, et les photographes d'architecture sont ultra spécialisés. Pour une approche de commande, la photographie d'architecture, et on va en parler, est une toute petite niche. Nous nous sommes entretenus avec Adrien Raoul de l'agence AR Studio, architecte et l'un de tes clients réguliers, Florent. Il nous parle de son lien avec la photographie et pourquoi c'est important pour lui de travailler avec des photographes professionnels. On l'écoute. Nous, notre métier, donc, c'est de créer des bâtiments et en l'occurrence, pour parler de ces bâtiments à des gens qui n'ont pas, la possibilité ou l'opportunité de les visiter et donc de bien comprendre, tout l'intérêt de ce qu'on a fait, le moyen, principal, c'est de leur donner des photographies, et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a fait appel notamment à Florent Michel. Et du coup, son travail, c'est finalement de réinterpréter, notre, travail, qui est un travail, en 3 dimensions, qui est un travail avec, des clients, des contraintes, tout un tas de choses, de d'en donner une interprétation, photographique qui, va donner un témoignage, parmi d'autres sur notre travail à nous. Bah, en tout cas, moi, ce que j'adore, dans une photo, d'un bâtiment que j'ai fabriqué, c'est, de découvrir, quelque chose et ça arrive, justement si, le photographe avec lequel on travaille a d'abord un œil, enfin, je veux dire, une compétence, certaine et d'autre part une attention, à tout un tas de choses.
Et ça m'est arrivé plusieurs fois avec Florent, où en fait, il nous montre des points de vue auxquels on n'avait même pas pensé, malgré le temps passé sur le projet, malgré etc. Puisque nous, on raisonne encore une fois pas vraiment comme ça. Et donc là, il nous montre un détail, une façon de voir le bâtiment qu'on n'avait même pas anticipé. C'est intéressant la manière dont il parle de ça, mais moi je me pose quand même une question vis-à-vis de ces architectes et de ces cabinets qui sont des gens qui ont l'habitude de travailler avec la 3D et notamment la 3D photoréaliste. On pourrait presque se dire finalement pourquoi ils font appel à des photographes professionnels alors qu'ils ont tous les outils, entre guillemets, pour pouvoir regarder leur création avant même d'un certain point de vue qu'elle ne voit le jour, dans tous les angles, depuis tous les points de vue, avec toutes les lumières. Enfin, C'est c'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question. Cela dit, je pense que la photographie euh, a des défauts et que c'est probablement la perfection de la 3D qui est presque dommageable. Et puis à vrai dire, une seule 3D, ça coûte à peu près le prix d'un reportage photo potentiellement. ah oui. Donc, Ouais, et du où coup, il y a tu as. l'intelligence artificielle, sinon, Alors, hein, maintenant. ça c'est un nouveau questionnement. Je sais pas où ça nous emmène. Je sais pas me positionner là-dessus, mais effectivement, ça pose de grosses questions. Mais maintenant, la 3D, non, d'une part, elle est chère, mais ensuite, elle permet pas d'avoir toute la diversité que la photographie permet d'avoir. Et moi, je pense que le défaut, enfin le défaut, pas forcément le truc moche, la poubelle qui traîne, mais la personne qui arrive à un moment incongru ou la petite vieille qui a une attitude pas possible, enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont difficiles à inventer en 3D. Ça veut Et dire que tu vas les garder, toi, en post-prod, ces ouais. défauts, comme tu les appelles, sciemment. Oui. Ouais. C'est pas ce que j'appelle défaut, c'est pas des défauts moches, c'est des imprévus. Et quand on te passe commande, quand un architecte te passe la commande d'un reportage, alors que ça soit d'ailleurs un reportage sur la construction, parce que ça c'est un truc qu'on voit aussi Ouais, le chantier, assez ouais. souvent, ou un reportage sur la réalisation finale, qu'est-ce qu'il en fait? À quoi ça lui sert ces images-là? Ça, c'est de la communication immédiate pour dire, regardez, ben, comme on fait tous dans nos métiers, on a besoin de dire, regardez, je suis actif, voilà ce qui se passe à l'heure actuelle. Accessoirement, le chantier, c'est vraiment une très belle étape. Enfin, c'est un truc, c'est très brut. Il y a plein d'éléments à aller chercher. Il y a du bordel, quoi. Il y a mais du bordel que si tu arrives à l'organiser, ça peut rendre des choses particulièrement esthétiques. Ben, Stéphane Couturier, dont je parlais tout à l'heure, c'est son cheval de bataille, quoi. C'est avec ça notamment qu'il a fait beaucoup de photos connues en organisant, le bordel et en le rendant particulièrement esthétique. Alors tu parles de photos connues justement. Est-ce que la photographie d'architecture a une place sur le marché de l'art et dans les galeries, où ça reste quand même principalement un travail de commande? Pour moi, c'est principalement un travail de commande et quand elle est sur le marché de l'art, c'est pas spécialement en tant que photographie d'architecture, mais c'est où l'architecture a une place très forte. Je pensais à Andreas Gursky, par exemple, Ouais. qui est hyper frontal, qui a toujours, c'est souvent des structures, imaginées ou non, mais enfin, c'est toujours, il y a un rapport très fort à l'architecture. On peut pas dire que Gursky soit un photographe d'architecture à Mmh. proprement parler. Les Becher, Bernd et Hilla Becher, quand ils valent très cher à l'heure actuelle sur le marché de l'art, c'est pas simplement en tant que photographe d'architecture, c'est en tant que théoricien de l'art presque qu'on réussit à réduire au strict, enfin, qu'on réussit à épurer au maximum la photographie et comment on fait ressortir un objet et comment on essaye d'être objectif, enfin, une nouvelle objectivité prétendue sur un objet. Il y a une presse magazine qui est forte dans ce domaine-là. Enfin, Le magazine d'architecture, ouais, est encore assez présent, encore assez beaucoup dynamisé
Il y a des tas de publicités, il y a des tas de financements derrière qui sont encore assez présents parce que le bâtiment, d'une manière générale, est un secteur assez dynamique. On verra ce que ça donne dans les années à venir au vu du marché actuel. Mais bon, c'est pareil. Ça, c'est comme l'intelligence artificielle, c'est des secteurs que je laisse aux autres. Et sur des plaques mouvantes. Ouais. Bon, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et aller sur le terrain avec toi, Florent, puisque la photographie d'architecture, hein, c'est évidemment une photographie de terrain. Et on va commencer par parler un peu matos et faire la petite liste idéale du matériel que tout bon photographe d'architecture doit avoir sur soi. Pour commencer, toi, tu travailles avec quel genre d'appareil photo? Un réflexe. Et c'est quel modèle de réflexe que tu utilises? C'est un 5D Mark IV. 5D Mark IV. Ok. Je suis sur le point de passer à... T'es pas passé à l'hybride? Je suis sur le point. Il y a un gap financier, une petite étape à passer. Mais non, j'ai vraiment envie de prendre le temps de me poser, de regarder. En fait, j'hésite beaucoup entre le R5 et le R6, qui ont tous les deux Ok. des compétences très différentes. Et en fait, il me faut la moitié de l'un et la moitié de l'autre. Et donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Ouais, ça tombe bien, le 5D Mark IV en définition, il est entre les deux. Bah, c'est ça. T'es à 30 millions. C'est exactement Si ça. tu vas sur le R6, tu descends, le R5, tu montes. Exactement. Il faut faire un choix, quoi. Exactement. Et puis pour les rares fois où j'en ai besoin pour la vidéo, c'est vrai que c'est pareil. Les deux boîtiers sont assez différents. Donc voilà, j'ai du mal à trancher. C'est important l'ultra haute définition en photo d'architecture? Moi, je suis pas un grand fan. Je suis pas trop dans la course des millions de pixels. C'est presque plus une contrainte de mon point de vue. Juste parce que c'est des fichiers lourds, parce que c'est du stockage, parce que c'est pour toute la suite. Et j'aime bien me dire que avoir des photosites plus volumineux, le principe justement du R6 qui a moins de pixels, donc des photosites plus grands, moins de défauts, voilà, et avoir des optiques assez piquées. Et voilà, j'aime plus ce genre de compromis-là plutôt que de pousser à tout prix les pixels. Justement, tu parles d'optique, tu as dit que tu avais 4 focales avec toi, tu as parlé en début d'émission des 17 et 24 à bascule et décentrement. Ouais. C'est quoi que tu as dans ton sac? Alors, ces deux-là, le 17 TSE, le 24 TSE Tilt Shift. Et ensuite, j'ai 2 zooms, un 24-70 ouverture de 8 et un 70-200 ouverture de 8. Pour la polyvalence, ça c'est plus quand je décroche de mon trépied et que je vais faire le tour un peu plus librement. Comme je disais tout à l'heure, que j'aime bien m'éloigner du bâtiment pour pouvoir le mettre dans son contexte. Mais dès que tu t'éloignes, tu sais pas exactement de quel objectif tu vas avoir besoin. Donc tu as intérêt à avoir un truc souple. J'essaye aussi très souvent de prendre de la hauteur, de monter chez la petite mamie en face, de monter dans les bureaux d'un tel de l'autre côté de la rue et d'aller le plus loin possible jusqu'à ce qu'on ne voit presque plus le bâtiment. Mais du coup, pour ça, il faut que tu sois souple. Il faut que tu puisses aller du 24 ou même du 17 si tu es vraiment sur la façade juste en face, au 200 si tu es sur une tour qui est à 100 mètres de là. Et c'est important des grandes ouvertures maximales Non. en archi? Parce que je me dis que Pas- globalement, tu veux de la netteté un peu partout, quoi. Pas spécialement. Si tu as envie d'utiliser la bascule pour jouer avec un effet maquette, mais Ouais. ça, c'est largement passé de mode. Si tu as envie de jouer avec ta bascule, effectivement, c'est intéressant de pouvoir vraiment ouvrir beaucoup. Mais sinon, non. Moi, je suis très fermé. L'architecture, c'est très rigoureux, c'est très net. Le tilt shift, c'est donc pour récupérer les perspectives, pour avoir des perspectives bien droites, pour être très respectueux du dessin, des perspectives d'origine de l'architecte, on va dire. Un bâtiment, ça peut être très long et c'est intéressant de
pouvoir tout montrer, pour regarder comment les motifs évoluent tout au long du bâtiment, pour pouvoir voir. Et tu mentionnais un trépied. Quel type de trépied tu prends avec toi? C'est genre un modèle bien lourd, bien hyper stable, ou c'est plus le petit trépied nomade, tu veux pouvoir utiliser un peu n'importe où? C'est l'entre-deux, c'est enfin, c'est un trépied nomade, mais qui a une grosse résistance quand tu es sur. Il faut que je puisse l'emmener à peu près n'importe où. Parce que je monte toujours, je suis toujours vraiment sur des toits, les toits d'en face. Quand je dis les toits, c'est pas une image, c'est littéralement, je suis tout le temps sur des toits, tout le temps sur des balcons, et il faut que je sois rapide, efficace, mais quand même toujours fixe. Donc moi j'ai un trépied, j'avais jusqu'à ce que je me le fasse piquer dans un train au début de l'été. Un très beau trépied Gizzo carbone, très très stable. Là j'ai un entre-deux pour le moment. Mais... Bon. Alors, on va rentrer un peu dans l'utilisation de ces fameuses optiques à bascule et décentrement qui sont un peu incontournables hein, quand on commence à s'intéresser à la photographie d'architecture. Et on l'a évoqué, Benjamin, tout à l'heure. Seuls Canon et Nikon, hein, en gros, hein, dans le monde du réflexe, proposent des objectifs de ce type. Alors, chez Canon, il y a un 17 mm, un 24 mm, un 50 mm, un 90 mm et un 135 mm. Peut-être la gamme la plus complète en TSE. Et chez Nikon, on a du 19, du 24, du 45 et du 85 mm. Il y a Samyang qui en propose une aussi. C'est un 24 mm f3.5 qui est décliné en monture Canon EF, Nikon F et Sony E. Et très récemment, et ça a été un peu une surprise, on a vu Fujifilm arriver avec des nouvelles générations d'optiques à bascule et décentrement pour leur système moyen format GFX. Ces objectifs, c'est un peu particulier, hein. C'est des objectifs à mise au point manuel, évidemment, qui ont la particularité d'avoir de très grands cercles de couverture pour pouvoir encaisser en quelque sorte les décentrements, enfin les déplacements de lentilles. C'est des optiques qui sont particulièrement bien adaptées pour avoir un très faible vignettage et naturellement des distorsions limitées. Florent, en architecture, on se bat finalement contre les déformations de perspective. Alors, on va le voir un peu comment ça marche quand on a accès, quand on a la chance d'avoir une optique à bascule et décentrement. Mais si on n'en a pas, peut-être pour limiter un peu ces problèmes de perspective, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, ce serait déjà de s'éloigner du bâtiment et de reculer pour éviter ces déformations, non ? Oui, tout à fait. Alors, il y a déjà quand on commence, quand on n'a pas de budget et que se payer une optique à ce prix-là, je sais plus exactement, ça doit être 2000, 2500, j'ai plus exactement Ouais, ça, c'est cher, ouais. les prix en tête, mais quand tu commences, c'est pareil, c'est pas évident. Donc, tu commences avec un grand angle, tu vises vers le haut, tu as tes perspectives qui partent et puis tu redresses en post-production. C'est la première solution. Après, moi, je suis toujours un partisan de faire au maximum sur le terrain pour ne pas avoir de surprise derrière. Et puis, c'est vrai que j'aime pas trop jouer avec les fichiers, créer des pixels qui n'existent pas, enfin, tout ce qui est. Moi, je préfère vraiment tout faire au maximum à la prise de vue. L'autre possibilité, comme tu dis, effectivement, c'est de prendre du recul. Et à partir du moment où on se recule, plus tu te recules, moins les perspectives sont déformées, et donc moins tu as besoin de redresser. Encore faut-il pouvoir prendre du recul parfois, j'imagine. Exactement. C'est pas possible en fait. Exactement. Quand tu es au milieu dans les petites rues de Paris et que tu as un immeuble de 6 étages à faire, Ouais, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de 36 solutions. Là. Tu passes au 17 mm qui envoie malheureusement des grosses déformations, enfin, avec des angles en pointe, etc. C'est des choses contre lesquelles il faut un peu se battre. Enfin, et avec l'expérience, justement, on arrive à trouver des solutions. Mais comment tu es sûr que tu respectes, tu en parlais tout à l'heure, que tu respectes l'architecture de départ? Il faut assumer que de toute façon, il y a une transformation, il y a une interprétation, il y a la neutralité, l'objectivité n'existe pas. Donc, de toute façon, tu es dans une interprétation. L'idée de redresser les perspectives, c'est vraiment pour être au plus proche du dessin de départ. Alors moi, je reviens 2 secondes hein, sur l'usage de ces optiques à bascule et décentrement, à ces notions de perspective. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, Florent, quand tu es sur le terrain avec une optique TSE,
vis-à-vis des décentrements. Comment tu arrives à corriger ces problèmes de perspective? Donc, est-ce qu'on part du principe que tout le monde connaît un petit peu la bascule et le décentrement? Pas vraiment, on va essayer quand même Est-ce que de faire un peu de pédagogie, de ça. On pour les s'intéresse au personnes décentrement, voilà, pour dans un la premier temps. pour les personnes qui connaissent la chambre photographique, les optiques à bascule et décentrement sont ce qu'il y a de plus proche, ce qui permet de reproduire les mouvements des corps, avant d'une chambre photo, Mmh. en réflexe. Donc c'est une optique qui permet de regarder plus haut, plus bas, plus à gauche, plus à droite, sans avoir à déplacer le Le boîtier, capteur, ouais. le boîtier. Hem, En gros, mais l'idée, c'est que on s quand tu es face à un bâtiment, que tu es trop près, que tu pointes du coup donc ton appareil un peu vers le haut pour pouvoir avoir l'intégralité de ton bâtiment sur ton image, le fait de pouvoir réussir à lever de quelques millimètres, l'objectif permet de venir rabattre en quelque sorte le haut du bâtiment à l'endroit où il doit être sur l'image et qu'on ait des verticales qui soient verticales, pour le Exactement. coup. Ouais, ouais, ça permet vraiment de garder les perspectives, les verticales, ou les horizontales, ça dépend dans quel axe tu Ouais. as envie de jouer. Mais donc tu déplaces déplaces ta lentille avant, dans telle ou telle direction et ça permet donc de viser plus haut, plus bas, tout en gardant les perspectives. Donc ça, c'était le décentrement et l'autre côté de ces objectifs-là, c'est qu'ils sont capables aussi de pivoter. C'est ce qu'on appelle, la bascule et la bascule, elle va influer en grande partie sur la profondeur de champ qui est, aussi un sujet, très important en photographie, d'architecture et pour cela, pour, comprendre un peu comment ça fonctionne, il y a la fameuse règle de Scheimpflug, 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 Scheimpflug. Scheimpflug, qui a dû, tout comme moi, Florent, te traumatiser quand on était à l'école. Eh bien, quoi de mieux que de demander à notre ancien professeur d'optique, Pascal Martin, qui officie toujours à Louis Lumière, de nous expliquer à nouveau cette fameuse règle de Scheimpflug. En ce qui concerne Scheimpflug, alors que les étudiants et les élèves, moi qui ai un petit peu d'expérience dans l'enseignement, ont appelé pendant très longtemps chien fou, tellement ils avaient du mal à écrire son nom et à prononcer son nom. D'abord, qui était-il? C'était un capitaine, donc un militaire, et qui faisait de la cartographie. Au 19e siècle, il est né en 1865 et il est mort en 1911. Et en fait, finalement, Scheimpflug, c'est une loi qui permet de photographier un plan incliné et on va incliner l'objectif et on va incliner le corps arrière de telle sorte que les trois plans d'inclinaison se recoupent en une seule droite. Imaginons que vous ayez un livre devant vous, vous ouvrez le livre mais vous faites en sorte que 3 pages, par exemple, de ce livre restent dans l'espace. Le livre comme un peu un éventail, tu vois. Donc, sauf que ce soit un éventail, ce sont les plans qui correspondent à 3 pages d'un livre. Le premier caractérise l'objet, le deuxième caractérise l'objectif et le troisième caractérise le plan donc du film ou le plan du capteur. Si effectivement ces 3 plans, comme c'est le cas pour un livre d'ailleurs, vont se couper suivant une arête, là ça serait l'arête du livre, eh bien dans ce cas-là, on a une netteté qui est intégrale sur toute l'image. Donc en fait, c'est une façon d'optimiser la mise au point sur un sujet qui est incliné. Normalement, quand on fait la mise au point, compte tenu que le sujet est incliné par rapport au plan du capteur, au plan du film, eh bien, on est obligé de diaphragmer. Or, la règle de Scheimpflug autorise de le faire sans diaphragmer, ce qui veut dire qu'en plus, si on diaphragme, eh bien, on va avoir quasiment une profondeur de champ infinie. Ouais, 15 ans après, hein, c'est quand même toujours aussi abstrait Ça rappelle des souvenirs. et compliqué. Alors, je vais reformuler la question du coup. Florent, toi, comment tu gères la profondeur de champ sur tes images? On va faire un truc. J'allais te dire que j'étais bien content que ce soit Pascal qui soit occupé de faire l'explication. Déjà que je galère pour vous expliquer le décentrement, mais voilà, la bascule. Écoute, moi, ce n'est pas un outil que j'utilise vraiment. C'est aussi... Ça amène d'autres types de déformations
d'autres types de déformations et je préfère ne pas l'utiliser. J'ai pu l'utiliser sur certaines vidéos, notamment pour le fameux effet maquette, où là, on l'utilise au maximum, en ouvrant au maximum et en basculant à fond pour avoir vraiment un flou très particulier qui reproduit le flou que l'on a quand on regarde un objet de très près, avec une très faible profondeur de champ. Ouais. Oui, tu disais qu'il était passé de mode, par contre, il est hyper fun à utiliser et assez créatif. Je Ah veux bah dire, ça grand public pour qui C'est- veut ouais. s'amuser. Alors, Et il y a même parfois des c'est modes très créatifs qui très dans les chouette. appareils. Ouais, c'est plutôt C'est sympa. très très chouette à utiliser. C'est juste que c'est plus à l'ordre du jour, on va dire, mais à faire, enfin, toute personne qui a un objectif comme ça dans les mains pour la première fois se doit d'essayer la bascule à fond les ballons. C'est vraiment très cool. Et il y a C'est même un le effet. photographe animalier Kyriakos Kaziras qui Ah, a fait des séries détournées avec des photos à la bascule de super guépards au cool. grand angle dans la savane. Je vous invite à aller voir ça par Super curiosité. intéressant. C'est superbe. Ouais. Voilà, dans d'autres contextes, moi, pour ce qui est du bâtiment, de l'architecture, j'essaye de ne pas rajouter des effets, j'essaye de rester au plus proche, parce que je pense que ça en dit suffisamment, enfin que le bâtiment peut en dire suffisamment. Maintenant, c'est pas du tout quelque chose que, quand je dis que c'est passé de mode, c'est dans certains usages. Mais je trouve ça super intéressant, effectivement, de l'utiliser pour de la photographie à l'imanière. Je vais regarder ça avec plaisir. Ouais. Bon, alors maintenant qu'on est bien équipé, qu'on a à peu près compris le maniement d'une optique à décentrement, du coup on va les appeler comme ça, maintenant on va commencer à se confronter au sujet, au bâtiment, à l'édifice. Et nous nous sommes entretenus avec le photographe Ludwig Favre qui réalise des photographies d'architecture, de paysages urbains que l'on peut par exemple retrouver à la galerie Yellow Corner. Nous lui avons demandé comment est-ce que lui, il abordait un bâtiment. On l'écoute. En fait, moi, j'essaie de l'aborder sous différents angles. En fait, j'essaie de m'imprégner déjà du lieu, du bâtiment, et ensuite, je vais l'attaquer sous plusieurs angles. Je vais chercher des angles assez originaux, avoir un plan d'ensemble, chercher du détail aussi, parce que c'est important sur le travail des architectes. En fait, il y a toujours des détails qui passent inaperçus lors de la première rencontre avec le bâtiment en tant que photographe. Et puis, en fait, si tu passes un peu de temps, tu vas te rendre compte un petit peu de tout ce que l'architecte a essayé de mettre en place. Ça peut être ouais, des jeux sur les matières, après des jeux sur les lignes, forcément, des jeux sur les lumières également, qui sont très importantes dans l'architecture. Et voilà, donc en fait, moi, j'essaie j'essaie de revenir 2 fois sur le même endroit, parce qu'en fait, la première fois, on a toujours l'effet surprise, waouh! Et donc en fait, moi, j'ai tendance à être un peu excité par ce que je vois, et donc en fait, à photographier, et je reviens une deuxième fois, en fait, je me pose, et là, en fait, j'analyse un peu plus profondément le lieu, et ce qu'il cherche à exprimer, en fait, dans une ville, un bâtiment architectural c'est toujours un espèce de symbole pour l'architecte. En fait, ça symbolise quelque chose. En fait, j'essaie de tirer de tirer une compréhension de ce qu'a voulu faire l'architecte dans son ensemble, et pourquoi il l'a inclus de telle manière, en fait, dans la ville. Voilà. Alors, toi aussi, Florent, quand tu abordes pour la première fois un bâtiment, tout ne se fait pas en un seul coup, en une seule visite. Tu reviens à plusieurs reprises. Comment ça se passe pour toi? J'essaie de faire une journée par bâtiment, mais je rejoins vraiment ce que dit Ludwig, c'est que c'est avec le temps qu'on arrive vraiment à comprendre. Il y a pas de secret. Quand tu es pressé, impatient, ce que je peux très souvent être, j'ai appris à ne plus l'être pour l'architecture, parce qu'il y a pas de secret. Il y a vraiment que le temps qui te permet d'intégrer complètement ce que l'architecte a voulu dire. Mais je suis pas mal comme Ludwig, en deux phases, avec le matin où je suis un peu plus à partir dans plusieurs directions, à sauter à l'évidence, à regarder bam, cette excroissance incroyable, cette couleur dingue, tel ou tel motif assez évident. Et puis quand je reviens plus tard l'après-midi ou en soirée, je regarde beaucoup plus les détails, et les détails et dans son ensemble, je regarde les choses avec beaucoup plus de calme et de distance.
Mais est-ce qu'il y a des saisons et donc du coup des lumières qui s'y prêtent plus, ou en tout cas que toi tu vas préférer pour la pratique, ou c'est vraiment finalement n'importe quelle saison, tu peux pratiquer de la photo d'architecture? Toutes les lumières de toutes les saisons sont intéressantes. Il y a des moments qui sont plus ou moins courts ou plus ou moins longs, des moments intéressants ou problématiques qui sont plus ou moins longs ou courts en fonction de la saison. En été, tu as un gros gap de 4-5 heures en plein milieu de journée où franchement, quand tu regardes les photos, tu as Ouais, ça l'impression sert à rien, quoi. tu crèves de chaud, tout est ultra contraste, il y a des ombres portées de partout, c'est plombé, quoi. Donc cette période ce moment est très long dans la journée en été, en hiver beaucoup plus réduit et de fait la lumière est beaucoup moins zénitale, beaucoup moins plombante. De toute façon, mes lumières préférées sont les couchers de soleil il y a des nuances différentes en été ou en hiver, mais enfin pas le coucher de soleil, pardon, les 20 à 30 minutes qui suivent l'heure exacte du coucher de soleil. Non, parce qu'on peut peut-être penser naïvement que parfois la lumière zénitale peut être un atout, surtout dans un environnement urbain où tu vas avoir un bâtiment qui va être entouré de plein d'autres de même taille et donc recevoir forcément moins de lumière à d'autres moments. Et donc ça va être le seul moment où il va peut-être être éclairé quand le soleil Alors, est au zénith. ouais, tout à fait. Sauf que tu n'as pas forcément intérêt, enfin, moi en tout cas, je n'aime pas forcément avoir de la lumière directe sur ma façade. J'aime presque plutôt être tout le temps à contre-jour. Ça met plus en avant certains volumes, ça met ça fait des lumières rasantes sur les arêtes et ça te fait des ciels moins bleu, azur, moins, quand tu es à contre-jour, ça te fait tout de suite des ciels beaucoup plus délavés, que j'ai même tendance à accentuer justement au développement, parce que j'aime pas trop les saturations de couleurs. Je suis plus sur des images assez calmes, où justement, toujours pour en revenir à laisser le bâtiment parler de lui-même. Parce que si le point de vue est bon, si la lumière est bonne, a priori, le bâtiment parle tout seul. Mais j'imagine qu'il y a aussi tout un travail de repérage et de préparation en amont de ta venue. Est-ce que tu essayes d'anticiper la lumière, comment elle va être, comment elle va réagir sur le bâtiment par rapport à ce qu'il y a autour? Avec quoi tu fais ça? Je sais pas, il y a des Ouais. applications, Ah bah, boussole, Google Earth, j'imagine aussi que la météo, c'est un vrai sujet? mes 2 exactement, ouais, ouais, ouais. Bah, mes 2 amis principaux, c'est Google Earth et des applications météo. J'en ai pas une en particulier parce qu'en fait, il faut toutes les recouper parce que vous avez déjà eu affaire à ça. On vous promet un week-end de super beau, puis il flotte, mais faut pas aller au Havre aussi en week-end, c'est pas Ah, il faisait très c'est beau. pas Il faisait très, très bon, on s'est baigné même, tu Il fait vois? très souvent beau, contrairement à ce qu'on peut Non, croire. non, ouais, c'était juste pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Non, non, mais on peut avoir souvent des déconvenues avec la météo, donc bref, je recoupe plein d'applications. Et pour ce qui est de la course du soleil, je la mets toujours en perspective avec une carte, avec Google Earth simplement, où je regarde comment est axé le bâtiment et du coup quelle façade va être intéressante à quelle heure. Euh, et je fais également un repérage en 3D sur Google dans les villes qui sont scannées en 3D pour pouvoir justement, toujours pour en revenir à la même chose, regarder les points de vue alentour, les tours qui sont à quelques encablures de là, sur lesquelles je pourrais peut-être remonter. Voilà, c'est comme ça que j'essaie de faire mes repérages. Et justement, tu parles de point de vue. Selon toi, c'est quoi les... Alors, évidemment, ça doit dépendre des types d'édifices que tu veux photographier et ça doit dépendre naturellement aussi de l'environnement dans lequel cet édifice se trouve. Mais grosso modo, toi, ce que tu essayes, c'est d'avoir le plus de recul possible. Est-ce que tu essayes de te mettre à niveau? Est-ce que tu essayes de te mettre au sol? Est-ce que tu essayes de prendre de la hauteur? C'est quoi, selon toi, le point de vue idéal pour photographier un édifice? Alors, je parle dans son ensemble, là, hein, évidemment. J'essaie très souvent d'avoir un point de vue moyen, on va dire, d'un spectateur lambda, d'un passant lambda.
C'est-à-dire que je le mets à une hauteur moyenne, je sais pas, ça doit être à peu près 1,70 m, une Ok. hauteur À hauteur d'yeux normaux. Ouais, c'est ça, très moyen, pour que chacun puisse se projeter. Il y a d'autres archis qui prennent, qui ont des trépieds immenses, qui se promènent toujours avec un trépied et pourquoi pas, évidemment. Et ça fait partie de l'exercice justement de permettre aux spectateurs de ta photographie alors, d'avoir une vision globale du bâtiment, mais d'avoir cette notion de taille et d'échelle. Je sais que dans beaucoup de photographies d'architecture, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, on laisse de temps en temps des personnages ou des repères visuels connus qui permettent aux spectateurs de se rendre compte de la taille Ouais. du bâtiment. C'est important Ben, ça, tu penses? un passant, un utilisateur. Alors, il y a eu une évolution sur l'esthétique globalement de la photographie d'architecture où années 80, 90, début 2000, on était vraiment focalisé sur l'objet architecture, un volume, des couleurs, des textures. On s'en foutait plus ou moins qu'il y ait du monde dedans. Ça fait quand même un paquet d'années où la mode, j'arrête pas de parler de mode comme si j'étais obsédé par ça, mais disons que la tendance va plus vers des bâtiments habités ou vécus. Moi, je suis vraiment pour mettre du monde dans les bâtiments parce qu'un bâtiment, c'est quoi? C'est un toit au-dessus de gens. De personnes qui sont censées l'utiliser, que ce soit une école, des logements, ce que tu veux. Et c'est ce qui va générer ces fameux défauts dont tu parlais tout à l'heure, notamment par rapport à une maquette ou une modélisation. C'est ce qui va donner vie un peu au bâtiment quelque part. Complètement, des imprévus, des imprévus. C'est des formes de vie. De temps en temps, si c'est un chat ou un chien qui passe, ça me va aussi parce que c'est un élément, c'est pareil, ça donne une échelle, puis c'est la vraie vie, quoi. Et si on rentre aussi un peu dans le détail de tes réglages techniques sur le terrain, bon, naturellement, j'imagine que tu travailles en RAW, mais parle-nous un peu des ouvertures que tu utilises et justement cette recherche de piqué et de netteté que tu souhaites avoir dans tes images. Tu utilises quel type d'ouverture quand tu prends tes photographies? J'essaye d'avoir beaucoup de netteté, notamment quand je suis au grand angle. Quand on est très serré sur des détails, au 70 ou au 200, la notion de profondeur de champ est un peu différente. Donc je la travaille un peu différemment. Je suis moins focalisé sur l'ouverture, je suis plus sur le temps de pause presque et donc ça permet quand tu es à 200, très, très distant, d'être sûr de ma netteté. Voilà, parce que j'aime beaucoup aussi pouvoir être à main levée pour gagner en liberté aussi. Le Mmh. trépied, ça reste un outil quand même lourd. Ça implique un mouvement dans l'espace beaucoup plus important, enfin beaucoup plus complexe. Alors que quand tu es que avec ton boîtier à la main, ça te permet aussi d'aller chercher des points de vue beaucoup plus libres, beaucoup plus rapides, beaucoup plus instantanés. Et inversement, quand tu es stable du coup sur pied figé, quel type de rotule tu utilises? Est-ce que tu fais partie de ces gens qui vont utiliser des têtes que tu peux régler au Des millimètre? micrométriques, ouais. Micrométriques, Ouais. absolument. Tout à fait. Parce que pour en revenir à l'utilisation de l'objectif à décentrement, il faut tout d'abord être à niveau. Faut que vraiment donc tu utilises la bulle qui est dans les réglages de ton Canon, j'imagine, sur d'autres Sur tous les boîtiers, boîtiers, ouais. ouais, c'est ça. Donc tu te mets vraiment déjà à la bulle et ensuite tu peux commencer à jouer avec ton décentrement. Et du coup, pour arriver à ces réglages-là, il faut quelque chose d'ultra précis, ultra. Si tu es avec ça s'appelle comment? C'est les balls, Les rotule rotule balls? balls? les Ouais. rotule balls, Ouais, c'est ingérable, ça. c'est totalement, c'est antinomique par rapport à l'usage dont j'ai besoin. Et pour terminer, Florent, j'aimerais qu'on parle un peu aussi de post-production et de la place surtout que prend la post-production dans ton travail et peut-être même jusqu'où tu te permets d'aller. Alors c'est souvent un débat enflammé, hein, on peut dire, sur du portrait ou de la photo de mode. Je pense que le même type de raisonnement peuvent s'appliquer aussi à la photographie d'architecture et à l'éthique, entre guillemets, qu'on peut imaginer autour de tout ça. Jusqu'où tu vas dans la retouche et dans l'embellissement, on va dire, Ouais. des choses?
C'est un peu comme le reste dans mon travail, j'essaye de toucher au minimum. J'essaye en prise de vue de virer les poubelles qui traînent, les extincteurs, les trucs qui arrachent les yeux, voilà, qui vont être vraiment gênants. Et pour ce qui est de la retouche, en fait, je distingue deux types de retouches. Il y a les éléments extérieurs qui polluent l'esthétique, qui ne sont pas du fait de l'architecte, et la retouche qui concerne le bâtiment lui-même. J'ai aucun scrupule à virer des poubelles, des bouches d'égout, des tas de trucs que l'architecte n'a pas pu maîtriser. J'essaye, dans la mesure du possible, de ne pas avoir à retoucher des garde-corps Ouais. qu'il a laissé, enfin qu'il n'a pas pu ne pas mettre. En gros, j'aime pas tricher. Si derrière, lui, il est trop gêné par ça, c'est lui-même qui l'enlève. Mais voilà. Et puis il y a toujours un moyen de tricher aussi à la prise de vue. Si tu fais un pas en avant, ton garde-corps, il a disparu. Tu fais que de la couleur ou tu fais du noir et blanc un petit peu? Que de la couleur. Parce que moi qui suis profane en photo d'architecture, j'aime beaucoup ce que fait Tadeo Ando, par exemple. Enfin, j'ai découvert il n'y a pas longtemps ce photographe et ses œuvres. Alors, c'est hyper graphique, quoi. Alors Tadao Ando, lui, c'est l'architecte. Ouais. Mais du coup, comme il est très très béton, ça appelle énormément le noir et blanc. Ça n'empêche qu'il y a des photographes en noir et blanc. Il y a Hélène Binet, par exemple, qui travaille énormément le noir et blanc, qui a une attention à la couleur, une douceur, enfin une élégance dans sa photographie qui est assez géniale. Mais je pense qu'on s'éloigne, enfin, ou qu'on passe à côté de tout un pan du projet, d'un bâtiment, si on reste uniquement en noir et blanc. Et que très très souvent, la couleur est très importante, très importante. Les nuances qu'il y a au moment du coucher du soleil, dont je parlais tout à l'heure, elles sont très colorées dans des nuances très, très douces. Ça, par exemple, si tu passes en noir et blanc, tu passes potentiellement à côté de ces nuances-là. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Florent, Merci à vous. de nous avoir fait découvrir ton métier et de nous avoir fait découvrir la photo d'architecture qui, pour ma part, était un domaine que je connaissais pas énormément. Merci beaucoup et on passe naturellement au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Florent Michel pour notre grande masterclass dédiée à la photographie d'architecture. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Florent, si on devait essayer, et ça va être dur, de résumer et de synthétiser en quelques minutes tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, c'est quoi pour toi la photographie d'architecture ? La photographie d'architecture, à minima, c'est un moyen pour l'architecte de présenter ses projets sans qu'il ait besoin de déplacer tout le monde pour venir le montrer. Au mieux, c'est ce que moi j'essaye de faire, c'est un moyen de surprendre l'architecte lui-même sur son propre projet, et d'arriver à séduire avec des photos de bouts de béton et de trucs auxquels personne ne fait attention, le grand public. Il y a un élément qui va un peu à rebours de notre époque, mais Patrick Tourneboeuf, dans son témoignage au cours de l'émission, faisait un éloge de la lenteur aussi, en écho à ça. Que ça t'évoque quelque chose, toi, dans ta Oui, pratique? alors là, je parlais du point de vue du spectateur, de la photographie. Moi, de mon point de vue à moi, c'est effectivement, c'est ce que j'aime vraiment particulièrement dans cette photographie-là, c'est que je passe la journée en tête-à-tête avec le bâtiment et que je n'ai qu'une chose à faire, entre guillemets, c'est attendre que le soleil passe de l'est à l'ouest. Et c'est effectivement tout à fait ça, c'est une éloge de la lenteur tous les jours. Est-ce que tu peux nous rappeler d'où vient la photographie d'architecture et en quoi finalement elle est liée à l'histoire de la photographie tout court? La photographie d'architecture, c'est tout simplement la première photographie qui a existé, le point de vue du gras de Niepce, pour des raisons techniques principalement, mais très rapidement, c'est quelque chose. On a vu la photographie comme un outil de faire des relevés rigoureux et authentiques. Et c'est ça qui a lancé notamment la première
commande photographique qui s'appelait la mission héliographique en 1851, qui était une espèce de relevé d'état des lieux des bâtiments et des paysages de la France. Qui sont les grands maîtres de la photographie d'architecture actuelle ou passée, selon toi? À Euh, part toi. en toute humilité. C'est dur. Dans les passés, dans ceux qui sont passés, il y a Julius Schulman qui a pas mal marqué la photographie d'architecture. C'est un Américain dans les années 50-60, si je dis pas de bêtises. Et il y a non, en contemporain, c'est dur à dire. Il y a eu les Berndt et Hilla Becher qui ont vraiment marqué l'histoire de la photographie et de la photographie d'architecture. En contemporain, il y a Hélène Binet, dont on parlait tout à l'heure. Il y T'as pas a mal cité Stéphane Couturier pendant l'émission. Alors, je sais pas si tu l'inclus dans ce domaine-là ou plus dans tes influences. plus dans. Il est. Pour moi, il a marqué les choses. Non, j'ai cité à plusieurs reprises parce que c'est vrai qu'il m'avait beaucoup influencé. Après, comme je disais, il y a Andreas Gursky qui est plus photographe d'art, mais où l'architecture est prédominante. Hmm. Florent, c'est quoi le matériel de base pour pratiquer la photographie d'architecture? Idéalement, le matériel de base, c'est un bon boîtier avec des objectifs à bascule et décentrement. Et est-ce qu'il y a des accessoires qui sont incontournables? Autre que trépied. On est assez peu gourmand en matos. Des bonnes chaussures. Et des gants, des gants et des des bonnes chaussures un pour bon sac à l'hiver. dos. L'hiver, là, ça va. On est sur une fin d'été qui dure beaucoup, mais donc là, la question se pose pas. Mais c'est vrai que tu m'en aurais parlé au mois de février. Je serais venu avec mes engelures et je t'aurais dit il faut des gants, absolument des gants. Ça peut être très utile. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi servent les optiques à bascule et décentrement? Qu'est-ce que ces objectifs permettent de faire de plus qu'un objectif normal? Ce sont des optiques qui permettent de redresser les perspectives dès la prise de vue, plutôt que de devoir le faire en post-production et donc de perdre des pixels. Est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner pour bien préparer la prise de vue d'un bâtiment? Regardez les plans, regardez l'orientation du bâtiment, ses volumes, regardez la course du soleil et regardez quels seront les points de vue potentiels pendant la journée. Et enfin, pour terminer, quels outils peuvent être utiles en post-production dans l'exercice de la photographie d'architecture? Alors, tu peux toujours corriger le redressement des perspectives, même si Mhm. tu l'as fait à la prise de vue, il y a forcément des petits défauts qui peuvent traîner à droite à gauche. Donc moi, j'utilise principalement Lightroom, et quand j'ai des retouches plus importantes, des gros défauts à faire sauter parce qu'ils sont vraiment trop présents, je passe sur Photoshop. Merci beaucoup, Florent, pour toutes ces explications. Merci à vous. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Florent, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? Oui, c'est tout bon. Alors on y va avec une première question qui nous vient d'un certain Édouard. Quelle formation ou quel parcours suivre pour devenir photographe d'architecture? Comme à peu près, avec le décompte, comme à peu près pour n'importe quelle photographie, ça dépend aussi des caractères. Il y a
Louis Lumière était une très bonne formation pour ça. C'est une formation rigoureuse, carrée. Après, certaines personnes vont dire que la formation, ça sert à rien et que y aller en autodidacte, c'est plus enrichissant. Voilà. Mais les écoles classiques, Louis Lumière, Gobelin, je pense que c'est bien. Mais ça fonctionne aussi pas mal avec des assistants ou pas? Par exemple, toi, tu travailles avec des assistants sur le terrain? Pas sur le terrain. D'accord. Sur le terrain, mon trépied, mon boîtier et moi, on se tient à compagnie. Allez, deuxième question qui nous vient d'une dénommée Marie. Est-ce que tu aurais quelques spots à nous conseiller pour s'essayer facilement à la photographie d'architecture à Paris? Ah, le piège. Super intéressant comme question. Ça dépend Moi, j'aime bien des vieilles tours des années 70. Il y en a dans le 19e. Il y a aussi... mais ça dépend de l'esthétique que tu as envie de mettre en avant ou que tu as envie d'aller chercher. Mais des tours comme les Mercuriales, Porte de Bagnolet ou des icônes comme... c'est pas le moment de chercher des noms. Mais des icônes de l'architecture comme le... Comme le quoi? J'allais dire le Palais de Tokyo, mais c'est pas ça. C'est la Fondation Cartier, par exemple. Il y a des bâtiments contemporains. La Fondation Cartier, la Philharmonie, c'est des gros morceaux. Après, je trouve ça intéressant de se confronter à... J'ai complètement explosé les 30 secondes, C'est pas désolé. grave. Mais je trouve ça intéressant de faire des bâtiments relativement faciles comme ceux-là, mais aussi d'aller vers des bâtiments moins évidents, comme des tours des années 70 qui sont... plus dur de prime abord. Moi, je me souviens qu'à l'époque où je testais des optiques pour focus numérique, quand j'avais des grands angles, j'aimais beaucoup aller me balader. Place des Fêtes. Non, non, pas Place des Fêtes, mais à la Fondation Vuitton, là, qui est dans le bois de Ah oui, ça, il faut un peu de chemin. Boulogne. Ouais. C'est super, quoi, parce que là, déjà, le bâtiment est magnifique, et puis on peut vraiment s'amuser en photographie sur les lignes, les courbes, les formes, les lumières, les machins. Enfin, c'est infini comme sujet. Oui. Bah, des grands classiques de l'architecture, c'est une bonne idée. Ouais. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Jojo. Sans parler des optiques à bascule et décentrement, quelle focale privilégier pour de la photographie et l'architecture? Des optiques à bascule et décentrement, je dirais. Si tu n'as pas ces optiques-là, ben, il faut avoir du grand angle et donc faire de la post-production. Mais si tu veux dire éviter de redresser les perspectives, il n'y a pas de secret, c'est prendre de la distance. C'est reculer. Mais à nouveau, si tu es dans Paris, dans un endroit très contraint, c'est vachement dur. Et si tu devais recommander un grand angle, parce que c'est toujours un peu la même question, on a le même débat en photographie de paysage, on part sur du 14, du 18, du 20, du 24, du 28. Est-ce qu'il y a un truc qui est pas trop mal? Alors, j'imagine qu'il ne faut pas tomber dans le fisheye, évidemment, mais... La OA propose un 15 mm zéro distorsion. C'est vrai, les optiques 0D, c'est vrai. Ouais. En dehors des distorsions et compagnie, c'est très vite les perspectives qui vont être ultra fuyantes. Donc les très grands angles, c'est bien si tu es vraiment frontal au maximum, mais dès que tu pars sur les côtés, tu as des perspectives qui fuient, tu as des pointes alors que ton bâtiment, c'est un cube. Donc c'est se méfier des très grands angles. Moi, j'utilise le plus possible le 24 plus que le 17. Okay. Voilà, qui est plus calme. Bon. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Quel édifice rêverais-tu de photographier et pourquoi? J'en ai fait beaucoup que j'aime beaucoup. Je pense que ce serait dans des bâtiments... La Burj Khalifa à Dubaï. Ouais, c'est ça. Je pense que ce serait dans des bâtiments anciens, j'en ai déjà fait de la Cité radieuse, mais c'est ce genre potentiellement d'architecture que j'aimerais beaucoup faire. Peut-être Le Corbusier, donc à Marseille. Brasilia, Oscar Niemeyer, c'est des immenses classiques, mais c'est vrai que j'aimerais avoir la chance de pouvoir y aller.
Bon, allez, on conclut là-dessus. Merci Florent. Merci. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Florent, une nouvelle fois, merci d'être venu dans notre studio pour nous parler de ton métier et de cette spécificité qu'est la photographie d'architecture. Est-ce que tu as des actualités particulières que tu souhaites partager avec nos auditeurs en ce moment ou pas spécialement au vu de ton regard? Je vais faire des photos de la Tour Eiffel demain. Ok. C'est rigolo. Bah ouais, très bien. Basculer des centrements, obligatoirement ou... Là, on est un peu plus calme, on est un peu plus tranquille. On peut aller sur la rive d'en face. Ouais, tu peux avoir 200 ou 300 mètres de recul. Très très loin là. C'est ça. Pour le coup, c'est plutôt confort. Merci en tout cas. La semaine prochaine, on s'intéresse à un sujet pour le moins épineux. Zoom ou focale fixe? Voilà la question à laquelle nous allons essayer de répondre avec nos invités Pierre-Marie Salomès du magazine Chasseur d'images et le photographe Robin Jafflin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par MPB qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.